Explorer les aspérités de la vie, traverser les émotions, rester debout dans un monde en mutation. Je partage avec vous des retours d'expérience, des lectures, des discussions pour nourrir vos pensées, vous donner des pistes d'introspection et aiguiser votre esprit critique. Parce qu'ici, on arme les esprits. Épisode 44. Tout le monde est-il créatif ? Ce que dit la recherche en psychologie. Vous souvenez-vous du moment où vous avez arrêté de dessiner juste pour le plaisir ? Quand vous étiez enfant ? Ou est-ce que vous êtes encore du genre à griffonner le coin de vos feuilles dès que votre esprit commence à vagabonder ? La créativité, on l'a vu dans l'épisode précédent, c'est un phénomène bien plus complexe qu'il n'y paraît. Et entre le vrai créatif, le pseudo-créatif, et celui qui ne pense pas l'être du tout, la frontière est bien plus floue qu'on ne le croit. Pour rappel, nous avions défini la créativité comme la capacité à réaliser une production qui soit à la fois nouvelle et adaptée au contexte dans lequel elle se manifeste. Mais est-elle présente chez tout le monde ? Est-elle présente toute la vie ? Et si oui, avons-nous toujours la même potentialité créative ou est-ce qu'elle fluctue avec l'âge et avec l'expérience ? Ici, je vais m'appuyer comme la dernière fois sur les recherches en psychologie scientifique pour vous apporter quelques réponses. Et pour passer de la connaissance à l'expérience, je vous proposerai en fin d'épisode une méthode de réflexion simple et facile à mettre en œuvre. Une méthode concrète pour réveiller votre créativité quand vous bloquez sur un problème. Mais commençons par le commencement. La créativité est-elle vraiment universelle ? La créativité est-elle présente chez tout le monde ou l'affaire d'une élite ? Alors, est-ce que vous êtes quelqu'un de créatif ? Est-ce que vous aimez trouver des solutions nouvelles et originales aux difficultés que vous rencontrez ? Parce que la créativité, c'est très large. Ça va de la production artistique à la résolution de problèmes du quotidien. Mais est-ce que c'est le même type de créativité qui s'exprime quand un enfant dessine ou quand quelqu'un comme Gershwin compose Porgy and Bess ? Eh bien, vous allez peut-être être déçus, mais la réponse n'est pas si simple et fait encore débat. Potentiel ou exception ? D'un côté, il y a les tenants d'une ligne dure, à savoir, il existerait des créatifs et puis tous les autres. Dans cette vision, la reconnaissance par le public devient centrale. Or, elle va dépendre du contexte culturel, des réseaux, du moment historique, de la façon dont l'œuvre va être présentée. Et bien sûr, de la façon dont le public va pouvoir reconnaître et intégrer cette nouveauté. Il y a donc là énormément de subjectivité. L'histoire abonde de créateurs totalement ignorés ou non reconnus de leur vivant, voire emprisonnés ou exécutés, pour leur créativité jugée alors dangereuse. On peut prendre l'exemple de Galilée, qui fut condamné par les tribunaux de l'Inquisition pour avoir défendu la thèse de l'héliocentrisme. L'héliocentrisme, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et pas l'inverse. Alors certains ont imaginé une approche plus nuancée, avec une créativité du quotidien et une créativité historique. Dans les deux cas, il s'agit bien de produire quelque chose de nouveau. Mais dans le premier cas, il s'agit d'une nouveauté pour soi, par rapport à l'individu et à ses expériences précédentes. Et dans le second, il s'agit d'une nouveauté reconnue collectivement, par un ensemble d'individus. Si je le dis autrement, dans un cas, nous avons affaire à une solution inhabituelle trouvée par un quidam dans sa vie quotidienne, et dans l'autre, il s'agit d'un changement fondamental dans un domaine. Mais rappelons-le, le critère de nouveauté ne suffit pas. Une conduite créative tient compte des contraintes, du contexte, des différentes facettes du problème à résoudre. La créativité est une réponse à une situation donnée. Et ça va de la solution qui désamorce un conflit relationnel à la découverte scientifique, en passant par une nouvelle façon de conquérir un marché pour un industriel, etc., etc. Alors, d'autres auteurs penchent plutôt pour un principe de continuité entre le créatif et le non-créatif. Tout le monde aurait donc un peu de créativité en lui. Mais pourquoi tout le monde ne fait pas de grandes découvertes ou n'est pas un artiste reconnu ? Eh bien,
En dehors de ce qu'on vient de dire sur le contexte environnemental et culturel, l'explication est en réalité assez simple. Tout le monde aurait certes un peu de créativité en lui, mais à des degrés différents. La créativité, on l'a vu dans l'épisode précédent, repose sur plusieurs facteurs. En dehors des facteurs environnementaux, il y a aussi les connaissances, l'intelligence, les traits de personnalité, les styles cognitifs et la motivation. Donc c'est un peu comme quand on crée un personnage pour un jeu de rôle. On ne peut pas mettre des scores maximum dans tous les domaines de compétences. Dans la vraie vie, c'est pareil. Il est exceptionnel de réunir un niveau élevé dans chacun des facteurs. En réalité, c'est logique. C'est comme quand vous jouez au loto, hein. Vous aurez sûrement quelques numéros qui sortiront, mais toucher le gros lot, ça reste tout de même assez rare. Penser ce continuum entre créatif et non créatif amène à définir de nouvelles formes de créativité. Et il me semble intéressant de les détailler afin que votre idée de ce qui est créatif ou non s'élargisse. Le psychologue Robert Sternberg les a regroupés en 3 grandes familles. La première, c'est celle qui accepte ce qui existe déjà. Il s'agit de répliquer ce qui existe déjà, mais avec originalité, sinon ça ne serait pas une création, hein. De poursuivre ce qui existe d'une autre manière, ou de le redéfinir. Un bon exemple de ça, c'est le remake de film. On part de la même histoire, mais on va la retravailler en y apportant certaines adaptations, de façon à ce que cette nouvelle œuvre soit tout de même originale. C'est ça que Sternberg appelle une réplication. Le deuxième groupe, c'est le groupe qui rejette ce qui existe déjà. On repart de zéro et on prend une nouvelle direction. C'est l'exemple des compositions musicales de Schoenberg. Il rejette les formes tonales classiques et invente quelque chose de nouveau en s'érigeant contre. Et le troisième groupe, c'est celui qui synthétise plusieurs aspects de contributions passées, considérés jusqu'alors comme distinctes ou même opposés. L'exemple de choix, c'est Newton. Il intègre les découvertes et hypothèses de ses prédécesseurs, de Copernic à Kepler et Galilée, pour les unifier dans une théorie cohérente de la gravitation universelle, démontrant ainsi que les mêmes lois gouvernent à la fois le mouvement des planètes et celui des corps terrestres. Sachant cela, peut-être que désormais vous pourrez un peu mieux identifier toutes les formes de créativité qui se nichent dans votre quotidien. Mais maintenant qu'on sait que chacun peut avoir un potentiel créatif, et qu'il y a probablement un continuum entre le génie et la créativité du quotidien, on peut se poser la question de sa spécificité. Est-ce que la créativité est propre à un domaine, ou au contraire est-elle transposable à l'infini ? La compétence créative est-elle générale ou spécifique ? En réalité, on a déjà un peu répondu à cette question. Je vais la poser autrement. Suis-je créatif en général, ou est-ce que je suis créatif dans un domaine spécifique, une niche comme la littérature ou la science ? Et si je pousse un peu plus loin, si je suis créatif dans le domaine de la peinture, vais-je pouvoir être créatif dans la sculpture ? Ou peinture et sculpture demandent-elles des compétences créatives spécifiques ? Là encore, c'est un peu décevant car la littérature ne tranche pas vraiment. Ou plutôt, elle donne une réponse de Normand, un peu des deux à la fois. Pourquoi est-ce si compliqué de trancher ? Eh bien, les auteurs n'utilisent pas les mêmes méthodologies, ce qui génère certaines controverses. Mais aussi, il y a la fameuse subjectivité qui joue dans l'évaluation de la créativité. On se retrouve un peu devant cette question. Comment objectiver la subjectivité ? Vous voyez le paradoxe ? En fait, il y a 3 manières de voir le problème. La créativité est générale, c'est-à-dire une aptitude cognitive large. Au contraire, la créativité est spécifique à un domaine. Et puis l'approche mixte qui combine un socle général sur capacité d'analogie, d'association d'idées, de métaphorisation ou encore de comparaison sélective, avec des composantes spécifiques pour chaque domaine. Exemple, la prise de risque est plus présente dans la création artistique que scientifique. Il semblerait qu'on s'oriente plutôt vers cette dernière idée d'une compétence à la fois générale, mais avec des facteurs spécifiques associés dans une mesure non négligeable. Autrement dit, il existe un socle commun, analogie, métaphore, flexibilité, évaluation des idées, mais chaque domaine, et parfois chaque sous-domaine, réclame un profil particulier. Et c'est assez logique finalement,
puisque un domaine comme la poésie ne va pas mobiliser exactement le même profil de connaissances que le domaine des mathématiques. D'ailleurs, le niveau d'expertise, c'est-à-dire de connaissance dans un domaine, pourrait aussi expliquer en partie certains aspects de cette spécificité. Et bien sûr, ce qu'on a déjà évoqué, de l'ordre des traits de personnalité et du fonctionnement cognitif, tout ça joue aussi un rôle. Et ça, c'est intéressant parce que ça donne des pistes concrètes. Pour stimuler et façonner notre créativité, on peut à la fois travailler sur le socle général, c'est-à-dire la flexibilité mentale, les analogies, les combinatoires, et aussi en parallèle développer des compétences plus spécifiques à un domaine qui nous passionne. Donc si je résume, il y aurait un noyau commun de capacités créatives utiles partout, mais chaque domaine, voire sous-domaine, réclamerait un profil particulier. Par ailleurs, avec l'âge et l'expertise, la créativité a tendance à devenir de plus en plus spécifique. Mais voyons déjà ce qui se passe chez les enfants. La créativité chez l'enfant. Vous avez peut-être déjà vu des enfants faire des baguettes magiques avec des bouts de bois ou construire une cabane avec 3 chaises et un vieux drap. Cette capacité à imaginer, à détourner, à inventer semble évidente quand on les observe. Et pourtant, en grandissant, cette créativité paraît parfois s'atténuer. Eh bien, les chercheurs ont repéré 3 grandes périodes au cours desquelles on observe généralement un fléchissement de la créativité. Vers 5 ans, vers 9-10 ans et autour de 13 ans. Les pistes environnementales. Pour chacune de ces 3 périodes, l'hypothèse qui revient le plus souvent, c'est celle des effets normatifs de l'école. Vers 5 ans, c'est la grande section, et plus tard l'entrée au CP, un moment où l'on apprend les règles, l'écriture ou en tout cas le début du graphisme, les cadres, et où la conformité commence à prendre le pas sur la spontanéité. Autour de 9-10 ans, c'est le CM1. Là encore, les élèves se conforment davantage aux attentes scolaires. Ils éviteraient de se perdre dans des pensées bizarres ou non conventionnelles qui s'éloigneraient trop des réponses attendues. Et puis, il y a la période des 13 ans. Et ça, c'est surtout pour les études nord-américaines, parce que chez nous, on retrouve plutôt un fléchissement à l'entrée du lycée. Nouvel environnement scolaire, besoin d'inhiber sa pensée divergente pour coller aux apprentissages, plus analytiques, plus méthodiques. Et autre hypothèse intéressante, certains auteurs avancent aussi le rôle du stress lié au changement d'établissement, donc d'environnement scolaire, avec comme enjeu important l'orientation professionnelle. Tout cela pourrait inhiber temporairement la pensée divergente. Mais si ces fléchissements de créativité sont observés dans différents pays, tous ces pays n'ont pas forcément de changement de cycle scolaire à ces âges précis, ce qui vient tout de même un peu contredire ces hypothèses. Une explication cognitive. En revanche, une autre piste qui mérite toute notre attention se trouve du côté du développement du raisonnement logique. Et ça, c'est pour la période 9-10 ans. À cet âge-là, les enfants commencent à raisonner de façon plus structurée. Et cette nouvelle compétence entre parfois en compétition avec la pensée associative, plus libre, plus intuitive, qu'ils utilisaient préférentiellement jusque-là. Concrètement, à cet âge, lorsque les enfants doivent résoudre un problème, 2 chemins s'offrent à eux. Soit le processus associatif, fondé sur les idées libres et les liens spontanés, soit le raisonnement logique, plus structuré, mais encore lent et maladroit car encore en construction. Les chercheurs ont observé que selon la tâche proposée, les enfants ne vont pas mobiliser le même type de processus créatif. Si on leur présente un problème à partir d'objets familiers, ils auront tendance à raisonner logiquement, de façon structurée. Mais si le problème met en jeu des objets nouveaux ou inhabituels, ils se tourneront plus volontiers vers les associations d'idées. Autrement dit, si c'est pas connu ou un peu bizarre, je raisonne selon mes vieilles habitudes. Donc selon cette hypothèse, la chute de la créativité observée autour de 9-10 ans pourrait correspondre à une phase de transition où l'enfant teste un mode de pensée plus structuré, mais qui n'est pas encore pleinement efficace. Ces observations montrent que la créativité n'est pas quelque chose de figé, c'est un processus qui évolue avec le développement cognitif. La créativité de l'enfant n'est pas perdue, elle se transforme.
Reste maintenant à comprendre ce qu'il advient de cette dynamique une fois arrivé à l'âge adulte. La créativité chez l'adulte. Alors, est-ce que chez l'adulte aussi, on peut observer des fléchissements de la créativité ? Est-ce qu'il y a des formes spécifiques de créativité selon l'âge ? Déjà, une chose est sûre, comme vous vous en doutez, il n'existe pas une trajectoire universelle ou unique. Cela veut dire que la créativité change d'une personne à l'autre, et chez une même personne, elle évolue au fil du temps. Sa forme d'expression, sa qualité et la quantité de production se transforment avec l'âge et avec l'expérience. Les changements observés avec l'âge. Déjà, bonne nouvelle, rien ne prouve que la créativité diminue forcément avec l'âge. En revanche, le pic de créativité dans une vie, c'est-à-dire le moment où on serait le plus créatif, varie selon les domaines. Les mathématiciens, par exemple, connaissent souvent leur période la plus productive dans les premières années de leur vie adulte. A l'inverse, les historiens, les philosophes ou les romanciers atteignent souvent leur sommet plus tard, lorsque leur regard s'enrichit de l'expérience accumulée. Mais au-delà du quand, ce qui change surtout, c'est le comment, les formes d'expression, car la façon de créer évolue. Les jeunes adultes ont tendance à produire des œuvres plus spontanées, plus intuitives. Les 40 ans et plus, eux, élaborent des œuvres plus réfléchies, plus élaborées, avec des traitements intermédiaires du matériau créatif. Et ça, on le voit bien dans la littérature. L'âge moyen auquel les poètes produisent leurs œuvres les plus remarquées est plus précoce que celui d'écrivains s'exprimant par le roman ou la prose. La poésie étant considérée ici comme un mode d'expression créatif plus spontané que le roman. Ce qu'on observe également, c'est une différence dans la finalité du geste créatif. Là où les plus jeunes créateurs vont essayer de remettre en cause l'ordre établi, les valeurs traditionnelles, les plus vieux vont chercher à synthétiser plusieurs valeurs et même des valeurs contradictoires. Le style créatif du troisième âge. Si bien que certains auteurs ont défini un style créatif dit du troisième âge. Bien sûr, il ne s'applique pas à tout le monde ni à tous les domaines, mais on y retrouve plusieurs grandes constantes. D'abord, ce style s'appuie préférentiellement sur l'expérience subjective plutôt qu'objective. On privilégie l'introspection et une centration sur les expériences intérieures. Ensuite, il y a une recherche d'unité et d'harmonie. On le voit par le choix de tonalités plus uniformes, de couleurs douces et harmonieuses, ou une relative absence de tension ou de changement d'intensité. Il y a ce désir de relier, d'intégrer plusieurs idées d'apparence contradictoires, d'opérer une synthèse. Enfin, l'âge lui-même devient un sujet d'expression, que ce soit par rapport au thème de la vieillesse, de la transmission, de la finitude, du temps qui passe, ou par rapport à des questionnements sur le sens de la vie. Pourquoi la créativité change avec l'âge ? Alors qu'est-ce qui explique toutes ces transformations ? Plusieurs types de facteurs entrent en jeu. L'environnement, les capacités cognitives et la personnalité. Facteurs environnementaux. L'environnement d'abord. Avec l'âge, les conditions de vie évoluent. Perte de liens, certaines transitions qui séparent, le réseau amical et social qui s'amoindrit. Tout cela pouvant créer un certain isolement social, et parfois aussi de la précarité. Eh bien tout ça peut peser sur l'élan créatif. Mais l'inverse est aussi vrai. Certaines personnes très reconnues dans leur domaine deviennent si sollicitées qu'elles manquent de temps pour créer. Conférences, séminaires, transmissions, obligations, toute cette énergie ne peut plus être consacrée au processus créatif. Et puis il y a les attentes du public. Un créateur mûr est souvent attendu au tournant, si j'ose dire, et sur un certain style, une certaine continuité. Le public veut retrouver ce qu'il aime chez lui. Alors quand il change, quand il innove, quand il explore, cela peut dérouter son public et parfois être interprété comme un signe de déclin, des aptitudes vacillantes à cause de son âge, voire carrément de décrépitude intellectuelle, cognitive et créative. Public et création ont alors du mal à se retrouver.
C'est un paradoxe cruel. Ce qu'on admirait autrefois comme audace devient avec l'âge perçu comme une perte de repère. Facteur cognitif. Mais il n'y a pas que le contexte. Le fonctionnement cognitif change aussi avec l'âge. Commençons par le côté positif. En prenant de l'âge, nous devenons plus efficaces dans divers domaines comme la définition de problèmes, la sélection de stratégies, l'encodage, la comparaison, la combinaison sélective et la pensée dialectique. La pensée dialectique, c'est quand on pose thèse, antithèse, synthèse. Et ça, c'est pas un hasard. Cette façon de relier les contraires, de chercher la nuance, rejoint justement ce qu'on observait dans le style du troisième âge. On gagne aussi en expérience et en connaissance, ce qui peut enrichir le processus créatif. Bon, mais du côté négatif, il est vrai qu'en vieillissant, on peut un peu se raidir, c'est-à-dire perdre en flexibilité mentale. On peut avoir plus de mal ou être plus réticent à penser différemment ou à s'écarter des sentiers battus, donc une pensée divergente qui se fait plus rare. Et puis l'attention devient moins bonne. Il y a un ralentissement des capacités de traitement de l'information. On peut faire l'hypothèse que ce ralentissement pourrait être compensé par l'accroissement des connaissances et de l'expérience, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Mais attention, le piège de l'expertise, c'est aussi la rigidité de la pensée. Plus on devient expert dans un domaine, plus on risque de s'enfermer dans une seule manière de penser, une seule manière qui serait la bonne manière de penser un problème. Facteurs et traits de personnalité. Certains traits de personnalité peuvent évoluer avec l'âge et influer directement sur la créativité. Par exemple, la tolérance à l'ambiguïté. Alors c'est quoi la tolérance à l'ambiguïté ? C'est tout simplement la capacité à être suffisamment confortable devant une situation où les informations sont insuffisantes, contradictoires, vagues ou non structurées. En clair, une situation où le brouillard auquel on fait face rend difficile la prise de décision. Si je le dis autrement, c'est l'aptitude à gérer l'incertitude, à s'adapter rapidement au changement, à maintenir son calme et sa productivité dans des contextes flous ou changeants. Elle va de pair avec la flexibilité mentale. Cette tolérance tend à diminuer avec l'âge et ce, particulièrement après 50 ans. Or, être créatif, c'est précisément savoir naviguer dans l'incertitude. De même, la tendance à prendre des risques, elle aussi nécessairement impliquée dans la créativité, elle décroît avec l'âge. Plusieurs études montrent un lien positif entre âge et prudence, c'est-à-dire que les sujets plus âgés ont tendance à éviter la prise de risque. Et puis, il peut être plus difficile pour un créateur déjà installé de produire de la nouveauté, car il peut simplement se satisfaire de ses réalisations passées. Il aurait moins besoin de se réaliser et serait aussi peut-être moins ouvert aux expériences nouvelles. Et en ce qui concerne la tendance au conformisme, elle augmente chez les 60 ans et plus, ce qui restreint l'accès à la nouveauté et joue bien sûr sur le développement des capacités créatives. En revanche, pour tout ce qui est motivation et persévérance, on pourrait penser qu'elle baisse avec l'âge. Pas du tout. Aucune donnée scientifique ne va dans ce sens. D'ailleurs, pour la petite histoire, on a voulu tester l'hypothèse suivante. Les créateurs âgés seraient-ils moins réceptifs aux idées nouvelles que les plus jeunes ? Cette hypothèse a été testée sur la théorie de l'évolution de Darwin. Résultat, pendant la décennie qui a suivi la publication de ses travaux, les scientifiques qui ont le plus accepté cette théorie étaient en moyenne plus jeunes de 11 ans que ceux qui la rejetèrent. Intéressant, non ? Cela soulève d'autres questions, notamment celle de l'ouverture au changement, de l'entre-soi de certains cénacles et de la résistance à l'innovation. Parce que oui, les idées nouvelles, ça peut choquer, ça peut bousculer ce qu'on pensait savoir et écorner ou fragiliser la valeur de certaines réalisations antérieures. Donc avoir un œil neuf sur un problème et le résoudre de façon créative, ce n'est pas simplement adopter un autre point de vue. Ça peut aussi être parfois avoir un œil plus jeune. Bon, mais je vous propose maintenant de passer des concepts à l'expérimentation. La méthode des 6 chapeaux de De Bono.
Si vous faites face à un problème ou une difficulté et que vous avez besoin de vous connecter, de vous relier à votre créativité pour trouver de nouvelles solutions, voici une méthodologie simple, rapide à mettre en place et qui ne nécessite aucun matériel. C'est Édouard de Bono qui l'a inventé, d'où son nom, ce qui n'est pas très original. Édouard de Bono était docteur en médecine et en philosophie, psychologue et spécialiste en sciences cognitives. Il a passé une bonne partie de sa vie à enseigner à Oxford, Cambridge, Londres, Harvard, mais aussi à être consultant pour des firmes privées comme Coca-Cola ou Ericsson, ou pour des hommes politiques. Il a donc un sacré CV. Pourtant en France, il est plus connu dans le monde du management que dans le monde de l'éducation ou de la psychologie. La méthode des chapeaux date de 1985. En fait, au départ, l'idée c'était de développer une méthode de débat plus efficace qu'une simple confrontation argumentaire. Ben oui, parce que pour ce qui concerne la prise de décision, l'argumentation ne suffit pas à explorer un sujet. Les avantages de cette méthode, à part permettre à chacun de penser ensemble, mais en parallèle dans une même direction, c'est que c'est ludique. C'est moins de temps perdu, il y a moins de pression à la prise immédiate de décision, parce que le processus ne demande justement pas de prendre une décision à chaque étape, et bien sûr, cette méthode permet d'ouvrir la réflexion sur des champs auxquels on n'aurait jamais pensé. Donc si vous avez un problème sur lequel vous butez ou à propos duquel vous aimeriez élargir votre perception, cette méthode est une méthode de choix. Ah, mais je vous entends déjà. Oui, mais moi je suis tout seul, alors comment l'utiliser ? Eh bien c'est simple. Soit vous êtes seul et l'idée est d'endosser chacun des chapeaux successivement, soit vous êtes en équipe et là, deux possibilités. Chaque participant incarne un chapeau ou le groupe incarne successivement chaque chapeau. Vous allez voir, la méthode est assez simple. Chaque chapeau va correspondre à une façon particulière de voir le problème. Le chapeau blanc. On commence par le chapeau blanc. L'objectif, c'est d'écrire la situation de la façon la plus neutre possible pour faire un état des lieux du problème, collecter un maximum d'informations. On recherche les faits, on passe en revue les chiffres, les données en notre possession. Pour ce qui est des opinions, des croyances ou des anecdotes, on les recueille aussi, mais en les notant pour ce qu'elles sont, à savoir des données subjectives. Il faut donc être rigoureux et discipliné afin de bien identifier ce qui relève de l'opinion ou du fait. Ce chapeau est utilisé en début de séance, mais peut aussi l'être en fin de séance pour vérifier que les propositions finales correspondent bien aux premières informations recueillies. Si on se réfère à ce qu'on a dit sur la créativité, on est là dans mobiliser la connaissance, ce que Wallace appelait la préparation mentale dans sa modélisation du processus créatif dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent. Le chapeau rouge. Ici, on va aller chercher tout ce qui correspond au subjectif, émotion, intuition, sentiment, et ce, sans les justifier. Cela va permettre de repérer si le problème est chargé émotionnellement ou non, et puis de repérer aussi les enjeux relationnels dont il est porteur. En faisant ça, concrètement, on voit où c'est miné. Ça sera donc très utile pour élaborer les propositions finales. Je prends un exemple. Si le problème à résoudre est un différentiel de salaire dans une équipe, vous serez forcément confronté à un moment à une charge émotionnelle, des enjeux de reconnaissance, la question de la fonction que le travail occupe pour chacun. Le savoir en amont de la prise de décision sera donc essentiel afin de pouvoir prendre en compte les ressentis des salariés et désamorcer ce qui pourrait, si on ne l'avait pas vu, faire le lit d'un conflit futur. Le chapeau noir. Le chapeau noir, c'est les risques, les critiques, les échecs. On analyse ce qui a déjà été fait et pourquoi ça n'a pas marché. On repère ce qui pourrait poser problème. Et quand je dis problème, ça peut être de l'ordre du relationnel, comme dans l'exemple précédent, mais ça peut aussi être plus large. Problème par rapport à la loi, à l'éthique, contraintes juridiques ou opérationnelles, etc., etc. L'idée ici, c'est d'évaluer les risques, la marge d'erreur, et de pouvoir les mettre de côté pour aller vers des solutions plus intéressantes. Attention à ne pas trop vous attarder sur ce chapeau. Il est utile de penser les obstacles, mais pas de les ruminer. Le chapeau jaune. Il s'agit maintenant de voir le verre à moitié plein. On passe en revue le positif, les espoirs, les avantages, les valeurs.
On note aussi ce qui a déjà été essayé et qui a bien marché. Vous verrez qu'il est parfois plus facile de faire le chapeau noir que le chapeau jaune. Parce que le chapeau jaune nécessite de se mettre dans un état d'esprit positif. Certains diraient un état d'esprit de gagnant. Bah oui, parce que la réussite, contrairement à ce qu'on nous dit souvent, ça ne vient pas tout seul. Il faut bien sûr mettre des bonnes actions en place, mais il faut surtout, préalablement, se mettre dans l'état d'esprit de cette réussite. C'est-à-dire ouvrir son esprit à la possibilité qu'elle puisse advenir. Ici, il s'agit donc d'envisager le meilleur cas, la meilleure façon de résoudre le problème et de capitaliser sur les réussites existantes. Vous voyez qu'à chaque fois, que ce soit pour le chapeau noir ou le chapeau jaune, il ne s'agit pas juste de créer de nouvelles idées, mais de poursuivre l'état des lieux en notant ce qui a marché ou non, ce qu'il est judicieux de garder ou non. Le chapeau vert. Ici, tout est permis. C'est le chapeau de la créativité par excellence. On balance toutes les idées neuves, farfelues, bizarres, provocantes, celles qui défient la logique. Si vous êtes en panne à ce stade, vous pouvez vous aider de l'exercice de connexion forcée dont je vous parlais dans l'épisode précédent. Vous tirez un mot au hasard que vous accolez à votre thème et puis vous laissez aller les associations d'idées. Ça peut être un bon point de départ si vous sentez qu'il est difficile de faire décoller la créativité. L'idée ici, c'est vraiment de se laisser le temps de penser autrement, de générer de nouvelles idées, mais sans obligation de résultat. Vous verrez que ce chapeau permet de développer plein de solutions. Alors certes, pas toujours réalisables, mais en ce faisant, il permet de dépasser nos plafonds de verre, c'est-à-dire certains obstacles sur lesquels on butait ou on s'arrêtait systématiquement. N'oubliez pas de penser en méta aussi, sortez du cadre. Le verre, ça sert à dépasser les impasses récurrentes. Une fois que c'est fait, vous pouvez prendre une petite pause en passant toutes ces idées au crible du chapeau noir et du chapeau jaune. Ça fait un petit travail préparatoire au chapeau suivant. Le chapeau bleu. C'est le dernier chapeau. C'est le chapeau du pilotage et du cadrage. Ici, on prend du recul, on pose les idées, on formalise, on organise, on évalue, on hiérarchise les priorités, on énumère les contraintes. Ça peut être intéressant de redéfinir ensemble le contexte de la réunion, le problème, l'objectif souhaité. Et ensuite, on passe en revue les idées et les solutions. On choisit celles qu'on garde et celles qu'on rejette. Finalement, le chapeau bleu transforme la matière créative en plan d'action. Quelques conseils supplémentaires. Notez tout. Je vous conseille de noter toutes les idées. Il est difficile à la fois de se mettre dans la peau de chaque chapeau et de noter en même temps. L'animateur de la séance peut donc prendre ce rôle. Autre option, pour chaque chapeau, quelqu'un se met en retrait et note. Ainsi, les personnes qui notent tournent et ça peut être moins lourd durant la séance. Adaptez l'ordre des chapeaux. Vous pouvez changer l'ordre des chapeaux, surtout en ce qui concerne le noir et le jaune. Par contre, il est vraiment conseillé de commencer par le blanc et de finir par le bleu. Et puis, il n'est pas interdit de revenir à un autre chapeau si ça peut être utile au déroulement de la séance. Accompagnez les personnes et leur personnalité. La question de l'endossement des chapeaux est importante. Parce que si par exemple vous avez dans votre équipe quelqu'un d'un peu critique ou d'un peu négatif et qui reste dans cette posture tout au long de la séance, mieux vaut lui dire « Tiens, je te propose de mettre le chapeau jaune pour l'analyse suivante » plutôt que de lui dire « Mais tu vois toujours tout en négatif, arrête de tout critiquer tout le temps. » Vous comprenez l'idée. Le chapeau, c'est un moyen de pouvoir décentrer la personne d'un comportement pour pouvoir aussi la faire cheminer par rapport à sa propre façon de penser. Cadrez le temps. Je vous conseille d'être attentif au temps pour chaque chapeau. Sinon, vous verrez que certains prendront plus de place que d'autres. Et attention à ce que le chapeau noir ne prenne pas toute la place. Attention à la bien-pensance. Pour éviter la cacophonie et le biais de conformisme, vous pouvez demander aux personnes, à chaque début de session d'un nouveau chapeau, de réfléchir un petit moment seul dans leur tête, et puis de noter 2-3 idées qui leur viennent, pour pouvoir après les mettre en commun.
Ça permettra aux plus timides de ne pas se ranger systématiquement à l'avis de ceux qui ont l'habitude de monopoliser la parole. Rappelez la règle du jeu aussi souvent que nécessaire. En tant qu'animateur, il est important de réexpliquer que chaque idée sera examinée et que dans un premier temps, il s'agit de délier la pensée, ce qui veut dire pas de jugement dans la mesure du possible, et que chacun a la possibilité d'associer sur la pensée de l'autre, bien entendu. Conclusion. Alors j'espère qu'après cet épisode, vous sentirez la flamme de la créativité s'agiter en vous. Parce que la créativité, c'est ce mouvement intérieur qui nous relie à la vie. Elle nous aide à nous adapter, à imaginer, à traverser. Comme vous le savez, ce podcast a pour objectif de vous donner les moyens de mieux vous connaître, de mieux vous comprendre. Parce que repérer ce qui est solide dans son propre intérieur, c'est être armé devant les soucis et les difficultés. Alors je ne peux que vous conseiller de cultiver votre créativité. Nourrissez-la. Faites-en une alliée. Car je pense que c'est une qualité dont nous avons tous besoin, autant individuellement que collectivement et dans nos relations. Si vous avez aimé cet épisode, laissez-lui des étoiles et partagez-le avec vos amis. Mais surtout, rejoignez ma newsletter. Vous y trouverez chaque semaine des contenus inédits, des exercices, des réflexions et des pistes concrètes pour continuer à avancer dans votre exploration intérieure et nourrir votre créativité. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. La créativité, c'est la vitalité, c'est la spontanéité. C'est aussi le courage de penser autrement. C'est ce qui fait une part de notre humanité. À l'heure où on nous serine l'idée que l'intelligence artificielle est créative, avec la perspective de remplacement ou en tout cas de recouvrement d'un certain nombre de tâches effectuées par l'homme, je pense que la créativité est une des clés pour garder notre humanité et se tenir debout dans cette ère technologique. Merci pour votre écoute, je vous dis à très bientôt.